Madame, Monsieur, bonsoir et ravi de vous retrouver pour votre émission Sur la Brèche. Sur la Brèche, ce dimanche, le professeur Benoît Cambou. Il est ancien directeur de l'UFR SJP, Sciences juridiques et politiques, ancien vice-président de l'Université Ouaga II, ancien directeur général de l'ENAM, l'École nationale d'administration et de magistrature. Le professeur émérite Benoît Cambou est le président du HCROUN, le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale. Professeur Cambou, bonsoir. Bonsoir, M. Koulibaly. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Vous êtes maître de conférence en droit public. Vous avez consacré l'essentiel de votre carrière à l'enseignement du droit. Quel regard vous portez aujourd'hui sur l'état de droit en construction au Burkina? Bien sûr, l'état de droit en construction au Burkina, je dois dire, si je m'en tiens à l'écriture de la Constitution de la Ve République, que la tendance est bonne, dans la mesure où les nouveaux pouvoirs publics, on demande l'écriture d'une nouvelle constitution qui va régir la Ve République. Mais ce que l'on peut constater, c'est que cette constitution rejoint ou ressemble fortement à celle qu'avait proposée la transition. Bon, c'est vrai que le Premier ministre, dans son discours à la nation, a fait état de cette constitution en soulignant certains points forts. Et je pense que l'état de droit quand même est renforcé dans la mesure aussi où des textes ont été pris pour renforcer l'indépendance de la magistrature. Et en dehors de ça, il y a des textes qui sont pris aussi pour des mesures qui sont prises dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, qui est un phénomène déterritorialisé, dans la mesure où c'est un phénomène qui est complexe, et puisque de plus en plus nous constatons que des nationaux même font partie des djihadistes, voyez. Alors, vous conviendrez avec moi que les questions liées au droit et à la justice sont source de controverses au Burkina, et cela ne date pas d'aujourd'hui. Dans l'analyse, elles sont même présentées comme source de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014. Est-ce que ce constat engage votre responsabilité personnelle? Est-ce que d'une certaine façon, vous avez le sentiment d'avoir failli en tant que juriste et en tant qu'intellectuel? Bon, en tant que juriste, surtout que moi, je suis un enseignant, j'ai fait ce que je pouvais faire en dispensant le peu de savoir que j'ai. Et pour assurer la relève, je pense y être parvenu. Et ça, c'est pas à moi d'en juger. On laisse le soin aux autres et aux bénéficiaires d'en juger. Mais je crois qu'on a donné le meilleur de nous-mêmes de ce côté. Donc je ne peux pas dire plus. Bref, le Burkina Faso a une histoire tourmentée. Vous me corrigerez si je me trompe. Ce sont justement les soubresauts sociopolitiques et l'ère corollaire de violences qui ont présidé à la création d'une nouvelle institution républicaine, le HCROUN, le Haut Conseil pour l'unité et la réconciliation nationale, pour la réconciliation et l'unité nationale, pardon, que vous dirigez. Comment se porte le HCROUN aujourd'hui, depuis le temps que vous criez au manque de moyens pour assumer au mieux les missions qui vous ont été confiées? Le HCROUN se porte bien, mais avant d'aller plus loin, je voudrais rectifier un point dans la présentation. Vous avez dit que j'étais un professeur émérite. Et non, je ne suis pas un professeur émérite, je suis un maître de conférence en droit public. Je pense qu'il est bon qu'on le sache. Professeur émérite, ça vous me mettez à un niveau que je n'ai pas atteint. Voilà. Ceci dit, le HCROUN se porte très bien. Il planche sur les dossiers depuis sa mise en place, le 22 mars dernier. 22 mars 2016, pardon. Et ces dossiers, il les a hérités de la sous-commission Vérité, Justice et Réconciliation, de la commission de réconciliation nationale et des réformes qu'a dirigé l'évêque Paul Ouédraogo de Bobo. Et vous permettez que sur vos antennes, je puisse lui rendre hommage. Et ce sont des dossiers qui ont porté sur les crimes de sang, les crimes économiques et les atteintes aux droits humains. Alors, naturellement, pour les examiner, il fallait une méthodologie. Et la méthodologie que nous avons trouvée consiste à
la définition d'un certain nombre d'outils de travail. Je vous rappelle quelques outils, le règlement intérieur, le plan d'action que nous avons élaboré dans une approche inclusive et participative, et qui est notre feuille de route, notre boussole, et bien sûr le texte sur la procédure devant le Haut Conseil, qui indique comment on peut saisir le Haut Conseil, qui peut le saisir et de quelle manière. Voilà. Et il fallait que ces outils préalables pour l'examen au fond de certains dossiers. Et nous avons ouvert à ce jour tous les dossiers. Seulement, nous avons mis l'accent sur un certain nombre de dossiers sur lesquels nous ferons des propositions dans les jours à venir à qui de droit. Alors, ces dossiers, bien sûr, chaque jour que Dieu fait, nous les examinons au jour le jour, mais le grand public peut avoir l'impression que nous ne faisons rien parce que nos travaux ne sont pas tout le temps médiatisés. Vous êtes communicateur, vous connaissez le coût de la communication, mais je pense qu'avec le concours du PNUD qui va nous aider à nous doter d'un plan stratégique de communication, nous allons faire le pari de rendre l'institution beaucoup plus visible. Mais justement, il ne vous a pas échappé, en tout cas que ces derniers temps, la question de la réconciliation fait la une de l'actualité nationale, sauf que véritablement, on n'entend pas le H que vous dirigez dans l'espace, dans tous ces débats, on va dire, qui animent l'espace public. Ça donne justement ce sentiment-là que vous animez une coquille vide. Oui, on peut avoir l'impression, parce que, comme je vous l'ai dit, nos activités ne sont pas toutes médiatisées. Sinon, nous travaillons, tous ceux qui ont eu la chance de venir au siège du Conseil économique et social où nous étions. Et aujourd'hui, je profite de votre émission pour rappeler au grand public que nous avons désormais un siège qui se trouve derrière le CIAO. Nous avons déménagé là-bas il y a aujourd'hui 3 mois. Donc, pour tous ceux qui veulent nous saisir, ils peuvent venir à ce niveau. C'est vrai, certains acteurs font du tapage, mais tant que la réconciliation dont ils parlent est débarrassée de toute connotation politique, nous sommes preneurs. Tant que la réconciliation ne fait pas l'objet d'un fonds de commerce politique, nous sommes partie prenante. Et tant que la réconciliation est basée sur le triptyque vérité, justice, réconciliation, nous sommes encore partie prenante. Donc vous comprenez que nous ne faisons pas la réconciliation pour la réconciliation. Nous avons quand même un guide. Est-ce qu'aujourd'hui, véritablement, vous avez le sentiment que l'action du H-Kroun nous met sur la voie d'une réconciliation au regard de l'ensemble des controverses qui sont soulevées aujourd'hui entre les différents acteurs du corps social? Je crois que quand on fera des propositions de sortie de crise pour certains dossiers, ce sera le meilleur démenti à ceux qui disent que nous ne faisons rien. Parce que nous avons des dossiers, tout le monde n'a pas de dossier. Et chaque jour que Dieu fait, nous en recevons depuis qu'on est installé. Et comme je l'ai dit, nous les examinerons selon notre rythme, pas au rythme de qui que ce soit. Parce que vous savez qu'en la matière, il ne faut pas aussi confondre vitesse et précipitation. Quand vous dites que vous avez des dossiers, vous avez quoi exactement? C'est les dossiers... Bon, si vous voulez que je rentre dans les détails... Au moins pour se faire une idée, voilà. Bon, il y a les dossiers des militaires radiés, des policiers radiés, et dossiers des 42 sociétés d'État, des sociétés d'État qui ont été fermées à la suite du programme d'ajustement structurel et des propositions qui ont été faites, le paiement de 60 mois de salaire qui n'ont pas été faits dans tous les cas. Hein. Et ensuite, il y a la question des femmes de légumes. Tous les dossiers sont ouverts. Mais sur certains, nous voulons faire quelques propositions. C'est pourquoi nous les examinons au fond. D'accord. Sans transition, je voudrais que l'on aborde des questions d'actualité, à commencer par ce voyage de la CODER, la Coalition pour la démocratie et la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire, au fin d'y rencontrer en tout cas l'ancien président Blaise Compaoré. Comment vous, H-Kroun, vous appréciez cette démarche-là? Vous savez, la CODER, c'est une coalition de partis politiques qui agit en toute autonomie.
il est mu par des intérêts éminemment politiques. Et s'ils sont allés voir Blaise Compaoré, vous permettez, c'est en fonction de leur agenda, sur lequel nous n'avons pas d'opinion particulière. Nous avons notre système d'organisation, notre façon de travailler, et je pense que nous avons suffisamment à faire que de nous intéresser à ce que font les autres. Nous nous intéresserons à ce qu'ils font si nous nous rejoignons. Si ce qu'ils font va dans le même sens que nous. Alors, une chose est sûre, c'est que la démarche de la CODER, en tout cas, est loin d'être du goût de certaines OSC qui ont battu le rappel de leurs troupes au cimetière de Gounguin où les martyrs de l'insurrection populaire ont été enterrés. C'était ce vendredi, pour se rappeler en tout cas au bon souvenir des partisans de l'ancien régime qu'ils accusent entre autres de prôner une réconciliation fondée sur l'impunité des crimes de sang. Est-ce que vous comprenez leur colère, en sachant également que cette colère est aussi partagée par l'association, on va dire, des parents des victimes? Oui, je comprends leur colère parce qu'on peut se demander, est-ce qu'aujourd'hui il est opportun de rencontrer Blaise alors que toutes les blessures ne sont pas encore refermées? On peut se poser la question. Et si une telle initiative doit être prise, qui est habilité à le faire? Pas des partis politiques, à mon avis. Parce que les partis politiques ont eu une certaine responsabilité dans la situation que nous connaissons. Donc, je pense que l'organe le plus habilité, et qui est l'organe non judiciaire que constitue la HCROUN, peut envisager cela. Peut envisager cela et dans la perspective de la réconciliation. Je pense qu'il est le plus habilité, il bénéficie d'une légitimité que les autres n'ont pas. D'abord, légitimité populaire, c'est une institution qui a été voulue par le peuple et qui est entérinée, qui est acceptée par le gouvernement de la transition et les autorités actuelles. Donc, et cette légitimité fait notre force. Et nous sommes donc la structure fêtière chargée de piloter l'œuvre de réconciliation. Et nous tenons à garder en tout cas cette maîtrise. L'autre actualité, c'est la cacophonie née justement des suites de ce voyage, et c'est là au sein de la CODER elle-même, entre le pardon accordé par Blaise Compaoré, selon la version donnée par Ablassé Ouedraogo, et les dénégations de Achille Tapsoba et de Gilbert Noël Ouedraogo qui ne se reconnaissent pas dans la déclaration faite par le président du Faso. Autrement, on va dire que c'est le marketing politique entrepris par la CODER qui perd quelque part en crédibilité et qui prend un coup. Est-ce que c'est aussi votre opinion? Vous savez, j'ai l'habitude de dire aux gens, travaillons selon notre rythme, on nous a confié une mission, nous nous en tenons, nous faisons ce que nous pouvons faire selon les moyens qu'on nous donne, sans tenir compte des agissements des uns et des autres. C'est vrai que certains agissements peuvent paraître contradictoires avec les nôtres. Écoutez, si ce sont des acteurs qui pensent qu'ils apportent une contribution, mais tant mieux. Mais je pense que nous ne sommes pas, nous sommes mal placés pour porter la critique. Répondre à la question que vous me posez, c'est comme si vous m'amenez à rentrer dans la politique politicienne. Non, je ne veux pas rentrer dans ce jeu. Si les OSC les rejettent, les OSC savent pourquoi ils le rejettent. Mais nous, en tant que structure de veille, faiseur de paix, je pense que nous n'avons pas le droit d'utiliser un certain nombre de concepts, d'entrer dans la polémique. Je ne sais pas si vous comprenez, c'est ma préoccupation. Voilà. On reste avec la CODER pour évoquer la conférence de presse donnée ce vendredi par la coalition qui estime que la nation burkinabé vacille. L'expression est de la CODER et qui propose comme alternative la tenue d'un forum national préparatoire à la réconciliation. Est-ce que c'est une démarche à laquelle vous souscrivez? Encore une fois, c'est l'initiative d'une coalition de partis qui agit en toute autonomie. Là-dessus, nous n'avons pas d'opinion particulière, non. Est-ce que vous pensez que, je ne sais pas, un forum sur la réconciliation nationale, un forum préalable, à mon avis, oui, c'est inopportun dans la mesure où il y a une structure qui est là, déjà, le HCROUN, le Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale.
laissons le Haskoun faire ses preuves. C'est si le Haskoun échouait qu'on pouvait penser à d'autres formules. C'est vrai que par le passé, il y a eu des structures qui ont précédé le Haskoun et qui ont connu des fortunes diverses. Hein, je pense rappelez-moi, la commission, comment vous appelez ça encore, la commission de réconciliation nationale et des réformes qui a été précédée par le comité d'éthique. Alors, ce sont des structures qui n'ont pas connu la même fortune. Certainement parce qu'on a voulu privilégier, on a pensé que le pardon à lui seul suffisait sans la vérité et la justice. Eh bien, nous situons dans le critique vérité, justice, réconciliation. Ben, la CODER dit qu'elle se situe également dans la même logique. Mais sur le terrain, c'est sur le terrain que va se faire la différence. L'argument, professeur, ce serait de dire que, comme on le dit traditionnellement, une seule main ne peut pas ramasser la farine. Donc, l'argumentaire de la CODER, ce serait aussi de dire qu'une initiative ne pourrait pas être de trop dès l'instant où elle est en faveur de la réconciliation nationale et de la paix de cœur. Nous avons toujours dit que nous ne rejetons pas les offres des autres acteurs. Nous acceptons toutes ces offres pour autant que ces offres ne viennent pas en contradiction avec notre mission qui est la cohésion nationale et la cohésion sociale et l'unité nationale. C'est la seule condition que nous avons posée. Sinon, toutes les offres sont prenantes. La CODER n'est pas le seul acteur en matière de réconciliation. Les acteurs sont assez nombreux. Hein. Dans l'actualité, il y a aussi le procès annoncé du dernier gouvernement de Blaise Compaoré qui devrait lui-même être jugé par contumace comme ministre de la Défense. La réaction du CDP, vous la connaissez sans doute, l'ex-parti au pouvoir dans une déclaration rendue publique, parle de violation manifeste de l'état de droit. Elle parle également de l'instrumentalisation de nos institutions à des fins de règlement de comptes politiques. Je précise bien que ce sont là des extraits de la déclaration du CDP. Quel est le commentaire de l'homme de droit sur cette affaire? Bon, ce que je constate, c'est qu'au moins pour la première fois, la Haute Cour va entrer dans une phase opérationnelle, parce que depuis qu'elle existe, elle ne s'est jamais penchée sur un dossier. Donc c'est déjà un pas de gagné. Maintenant, les dignitaires de l'ancienne équipe qui doit être jugée, ben, s'ils sont passibles de la Haute Cour de justice, où est le problème? On peut penser que c'est, comme j'ai l'habitude de le dire, que c'est le gouvernement des vainqueurs, c'est la justice des vainqueurs contre les vaincus. Mais bon, on ne peut pas empêcher les gens de dire ce qu'ils pensent. Voyez? Mais je crois savoir que s'ils étaient à la place des autorités actuelles, je pense qu'ils ne feraient pas autrement que de procéder de la même manière. Dans ce procès qui aura lieu donc, devant la Haute Cour de justice, vous l'avez souligné tantôt, les victimes et parents des victimes n'ont pas en tout cas la possibilité de se constituer partie civile. C'est un état de fait que leur association notamment déplore. Est-ce que vous comprenez leur frustration? Bon, je crois que ces partis devraient travailler mieux avec leurs avocats, leurs défenseurs, pour préparer leur défense. C'est tout ce que je peux vous dire. Non, je parle des parents des victimes qui n'ont pas la possibilité de se constituer partie civile dans le procès des dignitaires, donc, disons, dans le procès du dernier gouvernement donc, de Blaise Compaoré. Oui. Ils estiment que, bon, quelque part... Mais quelque part, ça n'interpelle pas l'État qui peut commettre d'office des avocats pour eux. Pourquoi pas? Ça existe, ce système. Commettre d'office des avocats pour défendre ceux qui n'en ont pas les moyens. Professeur, je précise, je ne parle pas de ceux qui sont jugés. Non. Je parle des parents des victimes de l'insurrection populaire, oui, qui auraient souhaité, entre autres, se constituer partie civile dans le cadre de ce procès-là et qui n'en ont pas la possibilité. Mais à qui la faute? Vous me posez la question, à qui la faute? Oui, je dis, je constate qu'ils sont frustrés et oui, ils l'ont fait savoir.
C'est que certains, ils entendent même mettre la pression sur la Cour en demandant aux populations notamment de se mobiliser pour suivre le procès. En fait, on se demande, est-ce que l'absence des victimes et de leurs ayants droit, est-ce que vous pensez que d'un point de vue juridique, ce n'est pas une insuffisance de notre armature oui, je sais qu'en pénal, pour qu'on juge quelqu'un, il faut qu'il ait son avocat. Ça, c'est l'un des principes du droit pénal que je connais. Mais maintenant, pour les parents des victimes qui ne peuvent pas se constituer partie civile, permettez que je puisse... vraiment, je n'ai pas d'opinion là-dessus. Je n'ai pas d'opinion là-dessus. En politique, on va parler de questions politiques maintenant. L'opposition politique, en tout cas, le CFOP, bat le rappel de ses troupes ce 29 avril à la Maison du Peuple, à Ouaga, pour un meeting d'interpellation et de protestation contre ce qu'elle appelle l'incapacité du MPP et de ses alliés à régler les problèmes des Burkinabés. Quelle lecture vous avez de cette initiative-là? C'est de bonne guerre. Bon, mais je constate seulement que à un moment où le pays connaît des problèmes sécuritaires, est-ce que c'est opportun? C'est le comportement de l'opposition aussi de se battre, de se manifester. C'est son droit. Mais c'est le droit aussi des gouvernants de souligner aussi le caractère inopportun de telles manifestations. Sinon, on ne peut pas dénier à l'opposition ce droit de manifester. C'est peut-être... la question que l'on peut se poser, c'est la question de l'opportunité. Est-ce que le moment est bien choisi? Ça, de toute façon, l'opposition n'attend pas de choisir le moment qui est favorable au gouvernement. Sinon, ce ne serait plus une opposition. Il faut choisir le moment qui fait le plus mal. Ouais. D'accord. Je voudrais que l'on aborde à présent le discours du Premier ministre sur la situation de la nation prononcé le 14 avril dernier. Devant la représentation nationale pour Paul Kaba Thiéba, le Burkina va de mieux en mieux. Oui, mais il y a un mais, et c'est le président de l'Assemblée nationale, Salif Diallo, qui indique que le seuil de pauvreté au Burkina est de 46% et que les gens souffrent dans certaines parties du pays, notamment à cause du manque d'eau, de routes, d'écoles, de centres de santé. Comment est-ce que vous analysez ces propos que notre confrère de Faso.net qualifie notamment de recadrage du Premier ministre par le président de l'Assemblée nationale? Oui, j'ai assisté au discours du Premier ministre, mais je n'ai pas pu prendre part au débat. Mais j'ai écouté, j'ai lu les commentaires. C'est vrai que j'ai trouvé les propos du président de l'Assemblée un peu trop fort quand même à l'égard du Premier ministre. Parce que, vous savez, dans un régime parlementaire, le gouvernement a besoin quand même du soutien du Parlement pour bien fonctionner. Ce sont les deux piliers du régime parlementaire et si l'un désavoue l'autre, en ce moment, ça remet en cause le fondement du régime, à mon avis. Et donc je trouve qu'une telle critique est quand même assez forte, surtout pour des gouvernants qui appartiennent à la même famille politique. Bon, mais quelque part, c'est la preuve que le gouvernement ne fait pas l'Assemblée ne fait pas du béni oui-oui. Elle n'est pas une caisse de résonance. Elle n'est pas une caisse de résonance. On reste sur ce discours de Paul Kaba Thiéba qui a annoncé un taux de croissance de 6,2%, une croissance que les Burkinabés attendent de voir en tout cas dans leurs assiettes. C'est en tout cas une opinion qui est véhiculée dans l'espace public et par un certain nombre d'éditorialistes comme ceux des journaux, Le Reporter, Le Pays et des quotidiens d'État citoyen notamment, qui se font en tout cas l'écho de ces attentes-là. Est-ce que vous comprenez leurs interpellations? Les attentes par rapport à... On estime que le Premier ministre dit que le taux de croissance est de 6,2%. Il y a que les Burkinabés attendent de voir cette croissance-là dans leurs assiettes. Et quand on regarde l'actualité de la semaine, on a au moins 3 de nos confrères, 3 éditorialistes qui ont signé et qui interpellent le gouvernement par rapport justement aux indicateurs macroéconomiques qui pourraient être bons sans pour autant que le panier de la ménagère ne puisse évoluer de façon substantielle.
C'est là que je vous rappelle que le journal Le Pays, notre confrère Enoch Kindo de Siroya a écrit également la même chose. Et nous avons le reporter aussi avec Brema Ouedraogo notamment qui interpelle le gouvernement. Est-ce que vous comprenez ces prises de position-là? Oui, je comprends le cri de cœur des uns et des autres. C'est vrai qu'on ne peut pas dire que tout est rose au pays. Je ne suis pas économiste, mais je pense que l'instrument de mesure, c'est bien sûr le panier de la ménagère. C'est ça qui sert de référence. Par ça, j'allais dire, c'est le baromètre. C'est par là qu'on peut savoir si l'économie d'un pays est en bonne santé ou pas. Or, je ne pense pas que quand on lit les éditorialistes, je pense que ils soulignent tout à fait le contraire. Ils prennent le contre-pied des propos du Premier ministre en disant que tout n'est pas rose comme il le fait croire. Et il s'appuie sur des exemples. Vous partagez les opinions, les différentes opinions? Vous savez, je suis d'une structure apolitique et je ne veux pas rentrer dans les débats politiques. Et je constate que vous vous évertuez à m'entraîner dans les débats politiques. Et moi, je m'évertue d'en sortir. L'argent ne circule pas, c'est aussi l'un des griefs à l'encontre du gouvernement Thiéba. Le Premier ministre a son explication sur le sujet. Il estime que c'est un effet induit de la lutte contre la corruption. Pour le chef du gouvernement, l'argent ne circule pas parce que l'action du gouvernement qu'il dirige a en tout cas permis un recul de la corruption généralisée. Est-ce que c'est une explication qui vous rassure? L'argent ne circule pas. Si c'est le constat du grand public, il faut bien qu'on en tienne compte. Il faut que les autorités qui dirigent ce pays en tiennent compte. Parce qu'elles sont là pour la grande majorité. Et si c'est un cri de cœur qui est lancé, il faut bien qu'ils prêtent l'oreille attentive pour l'écouter. Il y a que le chef du gouvernement estime que justement l'argent ne circule pas parce qu'il y a un certain nombre d'actions fortes qui sont entreprises par son gouvernement pour empêcher justement, pour fermer les circuits mafieux. Vous pensez à quel exemple? Ce n'est pas à moi de dire l'exemple. Je dis simplement que le Premier ministre, dans son explication, estime que si on dit aujourd'hui que l'argent ne circule pas parce que la lutte contre la corruption porte ses fruits, ça c'est l'argumentaire développé par le chef du gouvernement, Kaba Thiéba. Bon, je ne suis pas un économiste pour entrer dans ces méandres de l'économie, mais si le commun du mortel constate que l'argent ne circule pas, on est bien obligé de constater au jour le jour, est-ce que la situation... Bon, je pense qu'il faut quand même atténuer un peu les choses. Tout dépend de l'angle sur lequel on se place. C'est vrai que si vous prenez le paysan, bien sûr, qui est dans le fin fond de son village, il ne vit pas les mêmes conditions que les citoyens de ville. C'est vrai que l'argent peut circuler en ville et moins dans les provinces, mais je n'en sais rien. L'arrestation de l'homme d'affaires Inoussa Kanazoué le mercredi dernier de plusieurs cadres dirigeants de Sim Metal Group, la holding qu'il dirige, fait le buzz sur le net. Le collectif pour un peuple uni qui a été une OLC de la place accuse le pouvoir de mener une chasse aux opérateurs économiques qui pourrait faire fuir les investisseurs. Est-ce que c'est un effort d'assainissement du monde des affaires ou bien ce sont des frasques d'un régime balbutiant comme le dit cette OSC, comme le stipule notamment cette OSC? Qu'est-ce que vous en pensez? Si ce qui lui est reproché est avéré, je pense que c'est une belle prise en matière de lutte contre la cybercriminalité. Il dit si c'est avéré. Si tel n'est pas le cas, en ce moment, ça pose d'autres problèmes. Voilà. Et vous comprenez qu'un collectif d'OSC puisse déjà s'insurger contre son arrestation? Mais je ne sais pas, ce collectif est ému par quel intérêt? Je ne saurais le dire. Je ne suis pas à leur place, je ne suis pas pour juger à leur place. Ils savent pourquoi ils
il s'oppose à ce collectif prendre de telles décisions. Je voudrais qu'on se rende à Bobo-Dioulasso où ce vendredi, des OSC et associations de la ville ont battu le pavé pour exiger la relance économique de ce qui est considéré comme le poumon économique du Burkina. En tout cas, le grand marché était fermé. Ils attendent également l'achèvement de divers chantiers laissés en friche et interpellent divers membres du gouvernement pour des actions ciblées visant à la reprise des affaires. Est-ce que vous souscrivez à ces revendications? Est-ce que vous comprenez un peu ce qui oui, je comprends un peu les préoccupations de Bobo. C'est vrai, la région de Bobo a toujours eu le sentiment d'être le poumon économique du pays, mais d'avoir longtemps été délaissée. Bon, on pense que les autorités devraient tenir compte de ce constat et prendre les mesures qui s'imposent pour peut-être proposer d'autres mesures économiques qui pourraient contribuer à la relance économique de Bobo. Bon, je vois des unités industrielles qui s'installent déjà à Bobo. C'est un bon signe pour l'économie, mais est-ce suffisant? Selon vous, quelles pourraient être les pistes de solutions pour la relance économique d'une ville comme Bobo? D'abord, l'employabilité des jeunes, relancer l'emploi et faire en sorte de ne pas trouver ces jeunes à longueur de journée en train de s'adonner à certaines activités ludiques et puis créer des unités industrielles. Ouais. Parce que Bobo, quand même, c'est la capitale économique. Et quand vous arrivez là-bas, d'abord, quand vous voyez l'état des routes, c'est lamentable. Des routes qui datent des années 60 et qui sont dans un état pitoyable. Bon, ce n'est pas Bobo seulement, c'est une caractéristique générale du pays. L'une des propositions qui est faite notamment par ces collectifs-là, par exemple, c'est la création d'unités de filature et la transformation locale du coton pour de la valeur ajoutée, notamment. Est-ce que vous pensez que ça peut être des pistes intéressantes? La filature, le coton déjà existe. Comment vous appelez cette société? Filsa. Comment? Filsa. Oui, qui existe déjà. Encore faut-il que le coût du coton sur le marché soit compétitif, soit favorable aux producteurs. Si tel est le cas, oui. On revient sur le rapport de la commission d'enquête parlementaire sur la fraude fiscale, une commission mise en place par le CNT, et lequel rapport est remis au goût du jour par nos confrères du journal Le Reporter. Ce qui retient l'attention, ce sont les chiffres, 36 milliards de francs CFA de chèques impayés donc au trésor public et émanant d'entreprises et de particuliers. Est-ce que ce sont des chiffres qui vous parlent? 36 milliards de chèques impayés. Je ne suis pas au courant de ce montant-là. Je ne sais pas d'où vous tenez ça. Il y a une commission d'enquête parlementaire qui a été sous le CNT, disons, qui a permis d'établir qu'il y a un certain nombre de particuliers et de sociétés qui doivent au trésor public. Oui. Voilà. Et nos confrères du Reporter ont publié cette semaine la liste de ces entreprises-là et le montant cumulé de ce qui est dû au trésor public par le biais du chèque impayé remonte à 36 milliards de francs. Mais ce sont des techniciens qui ont fait un travail de technicien. Ça mérite qu'on y prête attention. Parce que c'est l'argent de l'État qui est dilapidé. Donc si on peut le récupérer comme tous ceux qui ont déposé des fonds de l'État dans les banques étrangères, c'est une bonne chose pour l'économie du pays. Sur le front social, la semaine a été marquée par un sit-in des agents de la CRS, la compagnie républicaine de sécurité. Les policiers sont mécontents de leur rétribution en contrepartie des services assurés auprès de certaines entreprises. Dans leur jargon, cela s'appelle le service payé et ils ne sont pas loin de penser en tout cas qu'eux sont payés au lance-pierre. Le mouvement est soutenu par l'UNAPOL, qui est un peu le syndicat, et qui met à l'index l'absence de transparence autour de ces contrats. Vous pensez quoi de ces revendications et de tout ce mouvement-là auquel on a assisté cette semaine? Bon, j'ai eu vent
de cette grogne sociale au niveau de la police, qui porte sur la gestion de fonds, précisément sur les services mal payés. Ce que je peux dire en tant que responsable d'une structure qui est une structure de veille, qui est une structure qui fait la paix, c'est d'inviter les protagonistes à savoir raison garder pour éviter les dérapages. Parce que on sait où ça commence, mais on ne sait pas jusqu'où ça peut aller. Et déjà, vous savez qu'au niveau du Conseil, nous avons des dossiers de policiers. Et je constate que ce qui est les reproches qui sont faits aujourd'hui, ce sont les mêmes pratiquement que l'on a vu dans les dossiers qui nous sont soumis. Alors, je souhaite en tout cas que les protagonistes parviennent à une solution juste et équitable. C'est vrai, pendant un certain temps, les grèves, les sittings, les débrayages sont monnaie courante. Ils sont assez récurrents au Burkina. Et je peux là-dessus espérer qu'avec la création du haut représentant, du chef de l'État, et en passant par le dialogue social, il pourra contribuer, œuvrer à l'apaisement du climat social. Voilà. C'est tout ce que je peux dire là-dessus. Les frondeurs réclament la tête du DG de la police et également la tête du directeur de l'unité d'intervention, dont ils demandent purement et simplement leur limogeage. Leur mouvement n'est pas du goût, en tout cas leur ministre de tutelle Simon Compaoré, qui déplore le modus operandi adopté et s'offusque du refus d'assurer le service commandé dans un corps où justement la discipline devrait être de rigueur. Comment est-ce que vous comprenez la position du ministre d'État Simon Compaoré? Je n'ai pas à juger la position du ministre. Il est le chef de son département et je peux inviter seulement les protagonistes à faire en sorte qu'il n'y ait pas de dérapage et à trouver une solution juste et équitable pour tous. Direction maintenant la région de l'Est où des manifestants en colère ont incendié ce lundi le campement de chasse de Pama Sud ainsi que les services et l'environnement de Nadiagou. La raison de leur furie, c'est la mort par balle d'un braconnier présumé à la suite d'échanges de tirs avec les forestiers. On peut dire que le Burkina est assez coutumier de ce genre de dérive où des manifestants saccagent et brûlent tout sur leur passage. Comment est-ce que, au-delà de cette actualité, comment est-ce que vous analysez un peu ce genre de comportement? Ben, ce genre de comportement relève de l'incivisme qu'on a toujours dénoncé, que ce soit le braquage ou le manque de respect aux forces de sécurité, le refus d'observer le stop au niveau des feux tricolores. Tout ça, ça dénote d'un certain incivisme, d'une absence de culture, j'allais dire, politique des citoyens. Parce que quand même, il faut aider les gouvernants quand même on ne peut pas tout attendre des gouvernants. Il faut aussi que les gouvernés aient leur part de responsabilité dans la gestion de la cité. Une opération coup de poing des forces de défense et de sécurité menée 48 heures après, en tout cas, a permis l'interpellation d'une quarantaine de personnes, 44 plus précisément, selon en tout cas nos confrères de Faso.net. Est-ce que c'est un bon signal qui est donné pour la restauration de l'autorité de l'État? Parce que depuis quelque temps, justement, on parle de cette question de l'autorité de l'État qui apparemment, permettez-moi le terme, fout un peu le camp. Oui, c'est un bon signe. C'est un bon signe, tout comme, et là je profite de votre micro peut-être pour saluer au moins tous les actes de bravoure que l'on a enregistrés vers le nord, où les djihadistes, on avait maille à partir des djihadistes qui tuaient nos populations et qui entraient quand elles voulaient. Et je constate qu'avec le changement, pas de politique, mais je veux dire qu'aujourd'hui, on a décidé d'aller à l'offensive, on a décidé de les pourchasser au lieu d'attendre d'aller à la défensive. Alors, depuis lors, je pense que le terrorisme a reculé. Hein. Mais peut-être pas tout à fait, parce qu'il faut continuer à le dire. Et c'est valable pour les autres domaines.
notamment que ce soit en matière de braconnage pour préserver le couvert végétal, oui, pourquoi pas. Hors de chez nous, actualité internationale, on va se rendre dans R de Congo où les évêques de la conférence épiscopale jugent la nomination de Bruno Tshibala au poste de Premier ministre, en tout cas non conforme au terme de l'accord de la Saint-Sylvestre, qui est censé sortir le pays de la crise socio-politique dans laquelle elle est plongée depuis la fin du mandat officiel de Joseph Kabila. Comment est-ce que vous analysez cette sortie des évêques congolais? Ben, les évêques ont essayé d'apporter leur contribution à la résolution des problèmes que connaît la RDC. Voilà un grand pays qui pouvait même être un grenier pour l'Afrique, hein, et qui a toujours eu des problèmes de gouvernance. Son leader politique, Étienne Tshisekedi, au lieu que le gouvernement s'attaque aux problèmes sérieux, je vois toute une polémique qui est organisée autour de ses obsèques et autour de sa succession, alors que ce n'est pas ça l'essentiel. Je constate seulement que le président Tshisekedi, après avoir dirigé le Conseil national des sages du rassemblement de l'opposition, a quand même son fils qui dirige l'une des présidences, la présidence politique, oui, puisqu'il y a eu deux présidences, la présidence qui revient à l'opposition, la présidence politique et la présidence stratégique. Et je crois que c'est son fils qui dirige la présidence politique. Alors, celui qui a été nommé Premier ministre semble être un transfuge de l'UDPS, ce qui n'a pas été du goût, bien sûr, de l'opposition. Donc je comprends un peu leur colère et peut-être se sont-ils dit, est-ce que ce n'est pas le menu feuilleté dont nous avons bénéficié? Voilà. En fait, le cas congolais interpelle sur les processus démocratiques sur le continent africain. Voilà un président dont le mandat est arrivé à échéance depuis le 19, le 20 janvier, le 20 décembre plutôt, voilà, et qui est toujours en fonction, et voilà, on est dans un cycle d'accords sans fin, et tant qu'il n'y a pas de solution, Kabila reste président. Est-ce qu'aujourd'hui, en tant qu'intellectuel, comment est-ce que vous voyez la sortie de crise en RD Congo? D'abord, ce n'est pas un bel exemple que l'on donne aux autres peuples. Parce que c'est... en fait, les gouvernants veulent se maintenir au pouvoir coûte que coûte, quitte à tripatouiller la Constitution. Je ne pense pas que ce soit une bonne chose. Alors, votre question, c'est quelle est? Voulez-vous la reprendre? Oui, en fait, je demande, dans une situation comme le Congo, quelle est l'alternative? Que faut-il faire véritablement pour aller, on va dire, à une transition démocratique dans un pays comme le Congo? Bon, quelle est la porte de sortie? Le pays étant très vaste, à un certain moment, on avait envisagé la solution de la fédération. Vous savez que la fédération, ce n'est pas une solution qui a fait fortune en Afrique. Est-ce que la solution est dans les textes? Est-ce qu'elle n'est pas dans les agissements des hommes, et dans la gouvernance? Oui. Mais la solution, je suis d'accord avec vous, est dans le comportement des dirigeants. C'est un problème de gouvernance qui ne date pas d'aujourd'hui, depuis bien avant Mobutu. Disons, depuis Mobutu jusqu'à ce jour, la RDC a toujours eu maille à partir avec ses autorités. Et c'est pourquoi Tshisekedi est toujours resté opposant à tous les régimes qui sont passés. Voyez. Au Gabon, qui n'est pas loin, on reste en Afrique centrale, il y a également un processus démocratique controversé depuis la victoire d'Ali Bongo. Il y a des négociations ou un dialogue politique qui est ouvert, auquel justement l'opposition politique, ou disons le principal leader de l'opposition, Jean Ping, n'entend pas participer.
Comment est-ce que vous analysez le cas gabonais? Ben, le cas gabonais aussi n'est pas un bel exemple. Voilà quelqu'un qui a fait un hold-up politique. Malheureusement, son régime a été entériné par la communauté, j'allais dire, internationale, et même par l'Union africaine. Parce que, en d'autres temps, je pense que l'Union africaine a des règles qui devraient amener à la reprise des élections, dans la mesure où l'autre a donné des preuves qui montrent que c'est lui qui a en réalité remporté les élections. Bon, mais les choses sont ce qu'elles sont. C'est lui qui garde toujours les rênes du pouvoir et bon, qui va dicter sa loi jusqu'à ce que l'autre attende son tour. C'est comme dans un match de football. Vous avez perdu aujourd'hui, demain vous espérez prendre votre revanche. Si tant que les règles du jeu sont les mêmes. Quelle est l'alternative pour les peuples dans ces conditions? Lorsqu'on assiste à ce que vous considérez comme une sorte de silence coupable ou de complicité active de la communauté internationale face à ce qui pourrait être considéré comme une sorte de forfaiture. Oui, mais c'est ça qui pousse les peuples à la révolte. Vous avez vu l'exemple de chez nous avec l'insurrection des 30 et 31 octobre 2014. Voilà un exemple. À un certain moment, quand le peuple en a ras-le-bol, il s'exprime. De la pire manière. Voilà. En France, 47 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes ce dimanche pour élire le président de la République. 11 candidats étaient en liste pour ce scrutin qui était présenté comme celui de toutes les incertitudes. À l'heure où je vous parle, je crois que les chiffres sont tombés. Oui, Marine Le Pen et Emmanuel Macron sont au second tour. Comment est-ce que vous analysez ces résultats-là? Donc déjà, ces résultats viennent confirmer une tendance que l'on connaît depuis le début de la Ve République, à savoir qu'un président n'a jamais pu être élu dès le premier tour. Bon, là, c'est au second tour que le jeu va se jouer. Mais ce que je constate, c'est qu'il y a deux candidats, dont un, Emmanuel Macron, qui est crédité de 23,7%. Et Marine Le Pen qui a 21,7%. Oui. Bon, je constate que Emmanuel Macron a la faveur du peuple français qui veut un 109. Et par ailleurs, pour nous, Africains, c'est quelqu'un qui est favorable à l'immigration. Mais ce que l'on peut redouter, c'est le fait qu'il soit favorable au Frexit. Un peu à l'image du Brexit, puisqu'il entend défendre la sortie de la France de l'Union européenne. C'est peut-être le seul côté... Marine, oui. Mais, non, pas Marine Le Pen, je crois que... C'est Marine Le Pen qui est favorable à la sortie de la France de l'Union européenne. Pas Macron. Ah, pas Macron. Oui, pas Macron. Ah, donc autant pour moi. Dans ces conditions, je pense que si tel n'est pas le cas, bon, en tout cas, il a les coups de franche. Et c'est la question des alliances maintenant à laquelle il faut penser pour... maintenant, à qui peut s'allier, qui peut lui apporter ses voix? Bon, il y a Benoît Hamon, il y a Mélenchon qui me rappelle, c'est la France insoumise, qui me rappelle un certain Michel Joubert qui est ni de droite ni de gauche. Je pense qu'il peut compter sur Benoît Hamon qui est socialiste, et je crois savoir qu'il a le soutien aussi de François Hollande. Je pense que c'est des atouts non négligeables pour lui. Est-ce qu'à l'étape actuelle, vous avez un peu le sentiment que tout est joué pour Marine Le Pen? Est-ce qu'on s'achemine, on va dire, vers un remake de 2002 avec déjà cet appel au vote républicain pour barrer la route à l'extrême droite? Est-ce que l'histoire qui s'est passée pour le père va se répéter pour la fille? J'espère que le grand temps pour le peuple français de se réveiller et ne pas laisser la fille, enfin Le Pen prendre le pouvoir, l'extrême droite arriver au pouvoir. Vous savez que jusqu'ici on a tout fait, même en utilisant le système électoral, pour l'empêcher d'aller loin. Mais bon, c'est un parti quand même, il faut le reconnaître, qui mobilise aussi. Et c'est une donne avec laquelle il faut compter. Maintenant, est-ce que les Français sont prêts à laisser ce parti prendre les rênes du pouvoir du pays? Ça, comme on le dit, hein, chaque peuple mérite ses dirigeants.
si jamais Le Pen passait, ça veut dire que les Français sont favorables à sa politique. Justement, parlons-en de cette montée de l'extrême droite en France, avec des thèmes de campagne qui ont été imposés, comme l'immigration, la sécurité, la lutte contre le terrorisme, etc. Comment est-ce que vous comprenez un peu, on va dire, cette dérive droitière de la politique en France? Bon, je comprends les Français parce qu'ils ont parfois le sentiment d'être envahis par les étrangers. Je ne sais pas si vous avez déjà fait un tour à Paris, mais vous arrivez dans certains endroits où vous ne voyez qu'une masse humaine noire. Bon, je n'ai rien contre, mais je peux comprendre leur ressentiment. Ils peuvent être noirs et français? Oui, ils peuvent être noirs et français, ça c'est vrai. Mais vous savez, en matière de couleur, même ceux qui sont français de couleur, qui sont noirs et qui ont la nationalité française, ils souffrent au même titre que les autres noirs. Sauf que, bon, juridiquement, ils sont français. Bon, donc je comprends l'attitude des Français qui, à un certain moment, surtout face au chômage, se disent que, bon, c'est l'étranger, c'est facile, hein, ce sont les immigrés, c'est eux qui nous volent notre pain, c'est eux qui nous volent le travail. Bon. Et ce sont les thèmes de campagne qui sont propres au parti de Marine Le Pen. Votre argument n'est pas loin des bruits et des odeurs de Jacques Chirac à l'époque. Comment ça? Qu'est-ce que vous voulez dire? Jacques Chirac avait dit qu'il comprenait effectivement les Français qui auraient un certain nombre d'appréhensions, de ressentiments. On comprend, mais est-ce suffisant pour chasser? On ne peut pas, un pays ne peut pas vivre en vase clos. Hein? Et ce sont les étrangers qui ont fait le pays. Si vous prenez le cas de la Côte d'Ivoire, par exemple, est-ce que la Côte d'Ivoire peut se passer des étrangers, des Burkinabés notamment? Non. Donc, c'est vrai, il y a la politique intérieure qui peut amener à prendre des mesures qui frisent la xénophobie, mais je pense qu'il faut tenir compte aussi des engagements internationaux auxquels on a souscrit, parce que tous les pays sont dans des espaces, ils sont liés par des textes, ils ne peuvent pas tout faire. Même si Marine Le Pen, vous voyez le cas par exemple des États-Unis avec le président Trump, la campagne qu'il a battue, vous pensez qu'il peut appliquer tous ses propos de campagne? Étant maintenant qu'il a la réalité du pouvoir, hein, il est en face de la réelle politique qui lui dicte une autre façon de voir. Donc il ne peut pas tout faire. C'est pas parce que vous avez fait des promesses électorales que forcément, une fois le pouvoir acquis, vous pouvez dérouler votre programme aisément. Et les autres, la classe politique ne vous laissera pas faire. Et je crois que sont les problèmes que rencontre aujourd'hui le président américain. Et si demain Marine Le Pen passait, ben, il n'est pas exclu qu'elle soit confrontée aux mêmes difficultés. Donc il faut faire une différence entre les propos de campagne et puis la réelle politique. En Turquie, le référendum ouvrant la voie au renforcement des pouvoirs de Recep Tayyip Erdogan l'a emporté d'une courte tête, 51% pour le oui. Le pays est plus que jamais divisé entre les pros et les anti-Erdogan. Comment est-ce que vous analysez le cas Erdogan? C'est l'avis du juriste que je veux, que ses adversaires n'hésitent pas en tout cas à accuser de dérive autocratique carrément. Oui, c'est vrai que toute l'Europe l'a traité de dictateur. Mais c'est un pays, c'est un homme dont je comprends un peu la situation. Voilà, il se bat pour son pays qui a toujours voulu entrer dans l'Union européenne. Et je crois que ils y tiennent toujours. Malheureusement, ils ont un obstacle. Là. Vous savez, tous les pays européens qui sont dans l'Union sont des pays chrétiens. Or, étant un pays musulman, c'est un obstacle qui se dresse devant lui. Maintenant, le référendum, bon, c'est une arme à double tranchant. Hein. Vous savez, autant il est facile de maîtriser toute une assemblée parlementaire avec des consignes de vote, autant il est difficile de maîtriser un peuple qui est, par définition, insaisissable. Mais si ça n'est bien sorti, c'est tant mieux pour lui.
Il a gagné les résultats du référendum ont été concluants pour lui, et c'est tant mieux. Est-ce que justement l'accroissement des pouvoirs qu'il va lui conférer ce référendum-là, est-ce que, en fait, la question c'est de savoir si les accusations qui sont portées contre lui de vouloir concentrer l'ensemble des pouvoirs entre ses mains, d'être dans une logique autocratique, est-ce que ces accusations, selon vous, sont fondées? Ben, si le peuple constate qu'il y a une dérive autocratique, ben, je crois que il est grand temps de tirer sur la sonnette d'alarme pour arrêter le phénomène. En tout cas, dans l'actualité, il emprisonne à tour de bras des magistrats, des policiers, des fonctionnaires. J'ai eu vent de toutes les personnes qui ont été emprisonnées. Le nombre est impressionnant. Et pour un chef d'État, je crois qu'il prend vraiment de gros risques. Voilà. On revient chez nous et je voudrais vous poser une question très personnelle. Cela fait exactement 1 mois que vous êtes admis à la retraite comme universitaire enseignant de droit public. Qui vous a dit que je suis à la retraite? Ben, c'est votre conseiller en communication. Ah bon? Okay. C'est exact? Oui, c'est exact. D'accord. Oui, un mois, juste. Oui. Voilà, le 22... Le 22 mars dernier, oui. Exactement. Oui. Alors, la question, c'est de savoir quelle a été votre plus grande satisfaction au cours de votre carrière et qu'est-ce que vous aurez aimé faire différemment? Ouh là là, c'est une colle que vous me posez. Bon, d'abord, pour vous dire la vérité, on ne s'attendait pas à aller à la retraite tout de suite. Parce que, vous savez, la réquisition était devenue un phénomène, j'allais dire, coutumier. Et donc, automatiquement, lorsqu'on arrivait, on était au bout, en fin de carrière, on bénéficiait d'une réquisition. C'était pratiquement automatique. Alors, et arrivé à notre tour, sans des mesures, je ne sais pas, des mesures qui pourraient retarder un peu, atténuer le caractère brutal, alors on nous met tout de suite à la retraite. C'est normal, c'est une loi, ce sont les effets d'une loi, et tout le monde va y passer. Sinon, mon plus grand succès, vous voulez dire? Oui, votre plus grande satisfaction au cours de cette longue carrière professionnelle. Le fait d'avoir contribué à la formation des jeunes. Le fait d'avoir contribué à la formation de magistrats, d'avocats que l'on trouve aujourd'hui sur le terrain. Quand vous rencontrez quelqu'un qui vous dit « Ah tiens monsieur, vous avez été mon professeur », c'est une satisfaction morale. Vous-même qui parlez, vous avez, je pense, bien sûr, vous avez eu un art de communication, c'est à vous d'en juger. Si j'ai été un bon professeur, ben, c'est le moment pour vous d'apprécier. En tout cas, on a reçu de bons enseignements de votre part. Je vous remercie. Qu'est-ce que vous auriez voulu faire différemment? Non, j'ai toujours aimé l'enseignement et si le public n'a plus besoin de nous, ben on va aller dans le privé. La question, est-ce que vous avez des regrets? Après toutes ces années? Non, je ne regrette pas d'avoir été à l'enseignement. J'ai toujours voulu... C'est vrai que j'ai toujours voulu faire la médecine, mais le bac que j'ai eu ne me permettait pas de faire la médecine. Donc, il fallait nécessairement aller dans les sciences sociales. D'accord. Merci, professeur, d'être passé nous voir. C'est la fin de cette émission. Madame, Monsieur, on s'arrête là pour aujourd'hui. Je vous retrouve dimanche prochain à partir de 18h45 avec un autre invité sur la brèche. Bonsoir.